Il a survécu à l'exil, aux embuscades de l'apartheid et aux balles du régime, mais il a été assassiné alors que la liberté n'était plus qu'à un pas. Chris Hani n'était pas qu'un combattant. Il était l'incarnation de l'espoir pour des millions de Sud-Africains. Un homme qui a défié frontalement l'un des systèmes les plus violents du XXe siècle, bâtissant des ponts entre le communisme et le nationalisme noir. Une figure si redoutée qu'elle est devenue, elle, ennemie numéro 1 du régime de l'apartheid. Mais en 1993, à la veille de la démocratie, Chris Hani est abattu de sang-froid devant sa propre maison. Ce documentaire se divise en 4 parties. Nous allons explorer son parcours de révolutionnaire, revivre minute par minute le jour de son assassinat et analyser les zones d'ombre qui entourent encore cette affaire. Si vous voulez comprendre pourquoi Histoire de Chris Hani résonne toujours comme un avertissement pour toute l'Afrique, abonnez-vous dès maintenant à Mentalité Riche. Ici, nous redonnons la parole à celles et ceux que la politique a voulu faire taire. Chris Hani est né le 28 juin 1942, dans le petit village rural de Kofimvaba, niché au cœur du Transkei, dans la province du Cap-Oriental, une région marquée par la pauvreté, la ségrégation et l'injustice. Il est le 5e d'une fratrie de 8 enfants. Son père, un modeste fonctionnaire municipal, lui inculque très tôt la rigueur et la soif de connaissance, mais c'est Kessin et sa mère qui lui transmet le feu sacré de la résistance, ce refus instinctif de l'humiliation et de la soumission. Enfant, Chris voit son peuple vivre à genoux, dépossédé de ses terres, exclu des écoles, contrôlé jusque dans ses déplacements par un système qui ne le considère même pas comme un être humain. Cette réalité brutale, il ne l'oubliera jamais. Très tôt, Hani comprend que l'éducation est une arme. Brillant élève, il poursuit ses études dans des institutions religieuses avant d'intégrer l'université de Fort Hare, un bastion intellectuel noir qui a formé de nombreuses figures de la future élite politique sud-africaine. C'est là, sur les bancs d'une université où les idées circulent sous surveillance, qu'il s'ouvre au marxisme. Il y découvre Karl Marx, Lénine, mais aussi Frantz Fanon et les penseurs africains de l'émancipation. Pour lui, il n'y a pas de séparation entre la lutte raciale et la lutte des classes. Le combat contre l'apartheid est aussi un combat contre le capitalisme colonial, contre l'exploitation de la main-d'œuvre noire et la dépossession des plus pauvres. À 22 ans, il rejoint l'African National Congress, ANC. Mais lorsque le régime bannit le mouvement et répond à la contestation pacifique par la répression féroce, Chris Hani fait un choix radical. Il entre dans la clandestinité et devient, un des premiers membres de Umkhonto we Sizwe, la lance de la nation, le bras armé de l'ANC. Dès lors, il n'est plus un simple intellectuel. Il devient un soldat de la Révolution. Il quitte l'Afrique du Sud pour suivre des entraînements militaires en URSS, en Tanzanie, au Zimbabwe et même à Cuba. Il apprend à manier les armes, à monter des opérations de sabotage, à organiser la guérilla urbaine. Mais ce qui frappe ses camarades, ce n'est pas seulement sa discipline ou sa stratégie, c'est sa capacité à inspirer. Chris Hani ne commande pas par la peur, mais par la conviction. Dans les camps d'entraînement de l'ANC, au cœur des forêts ou dans les caches clandestines, il est celui que les jeunes écoutent avec ferveur, celui qui ne triche jamais avec ses idéaux. Il incarne la promesse d'une Afrique du Sud libre et juste. Durant ses années d'exil, il devient une figure centrale du mouvement de libération. Il dirige plusieurs opérations contre des cibles stratégiques du régime, tout en tissant des liens avec les mouvements étudiants, les syndicats ouvriers et les partis socialistes étrangers. Il comprend que la guerre contre les apartheids ne se gagnera pas uniquement sur le champ de bataille. Il faut aussi gagner les cœurs, construire des alliances, structurer une vision politique pour l'après-libération. Dans les années 1980, alors que l'Afrique du Sud est au bord de l'explosion, Chris Hani est désormais l'un des visages les plus connus de la résistance. Malgré les menaces, malgré les tentatives d'assassinat, il revient dans son pays dès que les négociations avec le régime commencent à émerger. Il ne rentre pas seul. Il revient avec une stratégie, un plan, une voie. Pour les masses noires sud-africaines, il représente bien plus qu'un militaire ou qu'un intellectuel. Il est devenu un symbole de courage, d'intégrité, de vérité. Un homme qui n'a jamais trahi le peuple, qui n'a jamais adouci ses discours pour rassurer les puissants. Dans les townships, dans les écoles, dans les usines, son nom est scandé comme un cri de guerre et d'espoir.
Il incarne un rêve de justice radicale, celui d'un pays débarrassé de ses chaînes, non seulement politiques, mais aussi économiques. Mais dans l'ombre, cette popularité inquiète. Chris Hani devient gênant, trop aimé, trop clair, trop prêt à affronter les compromis mous, tandis que certains au sein même de l'INCS apprêtent à négocier avec elle ancien régime, lui refusent les demi-mesures. Il veut une transformation réelle, profonde, irréversible. Une Afrique du Sud construite par et pour son peuple. Samedi 10 avril 1993. Le soleil du matin éclaire doucement les rues calmes de Down Park, une banlieue résidentielle de Boksburg, à l'est de Johannesburg. Chris Hani vient de passer quelques jours intenses de réunions et d'interventions. Mais ce matin-là, il choisit le repos. Il descend de sa voiture après avoir conduit sa fille au magasin, sans escorte, sans armes, comme il en avait l'habitude depuis son retour d'exil. Il se sentait chez lui, en terrain conquis, au milieu de ceux pour qui il s'était battu toute sa vie. Il est 10h20. Un homme blanc s'approche calmement de sa maison. Il s'appelle Janusz Walusz, immigré polonais, farouchement anticommuniste, membre du courant ultranationaliste blanc sud-africain. Il porte un revolver chargé. Tandis que Chris Hani ouvre le coffre de sa voiture, Walusz l'abat froidement de plusieurs balles. 1, 2, 3, 4. Le corps du leader révolutionnaire s'effondre sur le sol. Sa fille sort de la maison en hurlant. Les voisins accourent. Le sang se mêle à la poussière de l'allée. Un cri déchire la quiétude du quartier. Mais à ce moment précis, ce n'est pas seulement un homme qu'on vient d'abattre, c'est l'équilibre entier d'un pays en transition qui vacille. La réaction est immédiate. Une voisine, blanche, témoin de la scène, prend le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule du tueur et alerte la police. Grâce à ce geste rapide, Walusz est arrêté peu de temps après. L'arme du crime est retrouvée, encore chaude. Sous interrogatoire, il avoue sans détour, il a assassiné Chris Hani pour provoquer un soulèvement racial et faire échouer les négociations démocratiques. Quelques jours plus tard, une autre figure émerge dans l'enquête. Clive Derby Lewis, député du Parti conservateur blanc et figure influente de l'extrême droite parlementaire. C'est lui qui aurait fourni l'arme. C'est lui qui aurait identifié Chris Hani comme cible prioritaire. Les deux hommes seront jugés ensemble pour ce crime politique, mais les interrogations, elles, ne font que commencer. La nouvelle de l'assassinat se répand comme une traînée de poudre. En quelques heures, les townships s'embrasent. Des milliers de Sud-Africains noirs en colère descendent dans la rue. Les manifestations dégénèrent, les pillages commencent, les tensions explosent. Pour des millions de personnes, la paix est désormais une illusion. L'homme qui incarnait la justice radicale, la voix du peuple, venait d'être exécuté. Certains y voient une déclaration de guerre. Face au risque imminent d'une guerre civile, Nelson Mandela, encore en pleine négociation avec le gouvernement blanc, prend une décision capitale. Le 13 avril, il s'adresse à la nation, solennel, grave, presque brisé. Une personne blanche, armée, a assassiné un homme noir qui représentait l'espoir pour des millions. Mais nous ne devons pas permettre à ce crime de détruire ce pourquoi Chris Hani a donné sa vie. Ce discours devient un moment charnière de l'histoire sud-africaine. Mandela, par son autorité morale, parvient à contenir l'explosion. Il transforme la douleur en appel à la responsabilité collective. Il exhorte à la paix, mais une paix qui exige justice et vérité. Les jours qui suivent sont marqués par des funérailles nationales d'une intensité rare. Des foules immenses rendent hommage à Chris Hani, tandis que la pression monte pour que des élections libres soient organisées sans plus attendre. Pour beaucoup, le sang versé a précipité ce que les négociations tardaient à garantir. Un an plus tard, l'Afrique du Sud votera pour la première fois sans ségrégation raciale. Le rêve d'Hani devient réalité, mais sans lui. Quant aux assassins, Janusz Walusz et Clive Derby Lewis, ils sont condamnés à la prison à vie. Pourtant, malgré le procès, malgré les aveux, des questions persistent. Qui d'autre savait? Pourquoi Hani, à ce moment précis? Pourquoi lui et pas un autre? Certains analystes parlent de réseaux plus larges, de complicité étouffée, d'intérêts politiques, même au sein de l'ANC. Des théories circulent, mais peu de réponses concrètes émergent. Le crime, officiellement résolu, reste entouré d'ombre. Pour beaucoup de Sud-Africains, la vérité n'a pas été entièrement dite, et le silence, souvent, en dit long.
L'assassinat de Chris Hani n'a pas seulement coûté la vie à un homme. Il a volé à l'Afrique du Sud une conscience lucide, une force populaire, une boussole morale au moment précis où le pays avait le plus besoin de clarté. Sa disparition, survenue à la veille des premières élections libres, n'était pas un hasard du destin, mais le produit d'une stratégie millimétrée, celle de faire taire, à travers le sang, ceux qui osent remettre en question les fondements structurels de l'injustice. Chris Hani représentait un projet politique radical, dans le sens le plus noble du terme, aller à la racine des problèmes. Il ne voulait pas seulement voir un président noir dans un palais présidentiel. Il exigeait la redistribution des terres, l'accès à l'éducation, à la santé, à la dignité pour les plus pauvres. Il parlait de révolution avec une honnêteté qui dérangeait, même au sein de ses alliés. Et c'est peut-être cela, au fond, qui l'a condamné. Sa fidélité sans compromis à ceux d'en bas. Sa mort a failli faire basculer tout un pays dans la guerre civile. Mais ce que ces assassins n'avaient pas prévu, c'est que le peuple qu'il aimait tant saurait transformer la douleur en courage. Que cette balle tirée à Boksburg n'éteindrait pas la flamme, mais la rendrait plus visible, plus brûlante encore. Que son absence deviendrait paradoxalement une présence permanente. Pourtant, soyons honnêtes, si l'apartheid a officiellement pris fin en 1994, les inégalités qu'il a semées continuent d'empoisonner la société sud-africaine. Le racisme structurel, la pauvreté massive, le chômage, l'accès limité aux opportunités, tous ces maux que Chris Hani voulait éradiquer sont encore là. Pire encore, les figures comme lui, celles qui osent parler de transformation réelle, sont souvent marginalisées, oubliées ou utilisées comme symboles vidés de leur contenu révolutionnaire. Il ne suffit pas de célébrer Chris Hani une fois par an avec une gerbe de fleurs. Il faut lire ses discours, comprendre sa vision, enseigner sa pensée et surtout agir dans son esprit. Car la vraie fidélité n'est pas dans la mémoire passive, mais dans la continuation active du combat pour la justice. Au nom de notre chaîne, nous croyons fermement que tant que Chris Hani sera évoqué, tant que son message circulera dans les rues, les écoles, les syndicats et les cœurs, alors ces assassins n'auront pas gagné. Sa mémoire est un appel à la vigilance, à la lucidité et à la mobilisation. Un rappel que la liberté ne se donne pas, elle se conquiert. Et vous, que pensez-vous du destin de Chris Hani? Avez-vous découvert quelque chose de nouveau dans cette histoire? Partagez votre avis dans les commentaires, car c'est ensemble que nous construisons une conscience africaine libre et éclairée. Si ce récit vous a touché, pensez à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne Mentalité Riche et à activer la cloche pour ne rien rater de notre série sur les grandes figures africaines réduites au silence. Le combat continue, dans la mémoire, dans les idées, dans l'action. À très bientôt dans un prochain épisode.